Vous regardez Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal. Par la voix de son Premier ministre, l'Algérie affirme depuis Niamey son soutien à l'industrialisation en Afrique. Bravant l'interdit et la répression sioniste, 50 000 Palestiniens accomplissent la prière du vendredi Al-Aqsa. Nouveau bras de fer entre les États-Unis et l'Europe, la Green Subsidy Law, objet de critique à Bruxelles. Dossier dans cette édition. Et enfin, le dossier du 19h sur la Coupe du Monde au Qatar, l'acharnement médiatique occidental contre le pays hôte analysé sous le prisme des intérêts. Et le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a pris part ce vendredi à Niamey aux travaux du 17e sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique, ainsi que la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, en sa qualité de représentant du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Lors d'une allocution prononcée à cette occasion, Ayman Ben Abdelrahman a souligné l'entière disposition de l'Algérie et son engagement à adhérer aux démarches communes, ainsi que son appui au renforcement de l'industrie et l'industrialisation du continent africain et à atteindre les plus hauts niveaux d'intégration en concrétisation des objectifs majeurs tracés par les fondateurs de l'organisation panafricaine. On écoute le Premier ministre. J'ai eu l'honneur de représenter Monsieur le Président de la République Abdelmadjid Tebboune lors de ce 17e sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique, ainsi que la zone de libre-échange ZLECAf. Nous y avons exposé la vision de l'Algérie concernant ces deux dossiers centraux, dans le cadre de l'intégration africaine, et également les réalisations de l'Algérie durant ces dernières années, conformément au programme de relance du président de la République, notamment sur le volet industriel, comme le démontre le triplement du niveau des exportations hors hydrocarbures algériennes par rapport à 2019. Et en Méditerranée, le drame des migrants ne cesse de se renouveler en l'absence de solutions efficaces pour endiguer les flux. Sur les côtes grecques, une embarcation en détresse dans la nuit de lundi à mardi avec des centaines de migrants à son bord a accosté dans le port de l'île de Crète selon les gardes-côtes. Les détails avec Souhila Akilal. Après la polémique entre la France et l'Italie autour de l'océan Viking et ses 230 migrants sauvés en mer, les gardes-côtes grecs ont annoncé cette semaine l'arrivée de 430 migrants en Crète à bord d'une embarcation sauvée en mer et remorquée par un bateau de pêche. Dans une lettre urgente adressée à la Commission, le ministre grec de la Migration et de l'Asile a demandé une aide pour la relocalisation de plusieurs centaines de personnes. Une situation qui inquiète également le ministre chypriote de l'Intérieur, qui parle d'état d'urgence. Le dossier sensible des migrants est plus que jamais au cœur des préoccupations européennes, plus précisément celles des pays du sud du continent. Ce vendredi, les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne ont évoqué la récente augmentation du flux migratoire et plus particulièrement le pacte de solidarité proposé de longue date par l'Union européenne. D'ailleurs, en prévision de cette réunion, la Commission européenne a préparé un plan d'action de 20 mesures face à une situation jugée critique avec l'augmentation significative des arrivées irrégulières en 2022. À la veille de cette réunion, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a appelé l'Union européenne à placer la sécurité et la solidarité au cœur de son action en Méditerranée et sur les autres routes migratoires, au lieu de se rejeter la responsabilité mutuelle. Le responsable a précisé que près de 2000 migrants avaient disparu depuis le début de cette année en tentant de traverser la Méditerranée. Avec la montée en puissance de l'extrême droite en Europe, le dossier des migrants n'a pas fini de faire de vagues. Rajouté à une double crise socio-économique et énergétique, le prétexte est tout trouvé pour des mesures anti-migratoires drastiques. D'une rive de la Méditerranée à l'autre, chez le voisin libyen, l'organe chargé de lutter contre l'immigration illégale a organisé à Tripoli des convois routiers vers les frontières Est et Sud pour renvoyer plus de 200 étrangers à la faveur d'une coordination inédite entre régions rivales.
Depuis plus d'une décennie, la Libye est devenue une plaque tournante pour des dizaines de milliers de migrants cherchant à gagner l'Europe par la mer, une situation due en grande partie à la déstabilisation politique du pays par les forces de l'OTAN en 2011. Nous sommes ici aujourd'hui à l'occasion du début de la reconduction aux frontières d'un certain nombre de nationalités arabes et africaines. Et en Tunisie, c'est l'heure H pour la campagne relative aux élections législatives qui auront lieu le 17 décembre prochain. Il se rend plus de 1000 candidats sillonner le pays à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 décembre prochain pour solliciter la confiance des électeurs. La nouveauté cette fois-ci, c'est que les futurs députés se présentent en leur nom propre, sans représenter les partis où ils militent et devront également financer eux-mêmes leur campagne électorale. Et dans les territoires occupés, le courage et la bravoure des Palestiniens triomphent encore une fois de la barbarie de l'entité sioniste. Plus de 50 000 fidèles ont effectué la prière du vendredi à la mosquée Al-Aqsa au grand mépris de l'impressionnant dispositif militaire mis en place par les forces d'occupation aux abords et au niveau des accès du lieu saint, mais également dans les rues de la ville pour empêcher les fidèles de se rendre à la mosquée Al-Aqsa. Géopolitique à présent, je vous le disais en titre, l'eau dans le gaz entre Washington et Bruxelles, forcé de constater qu'il n'y a pas que l'océan Atlantique pour séparer les États-Unis de l'Europe. Il y a aussi les intérêts. Les relations économiques bilatérales enregistrent plusieurs fausses notes depuis quelques mois sur fond d'instrumentalisation par Washington des nombreux dossiers de coopération. Celui de la transition énergétique n'est pas en reste. C'est un sujet signé Amin Toutah. Le torchon brûle entre l'Union européenne et les États-Unis au sujet du Green Subsidy Act, un gigaplan de subventions américains sur fond de programmes de réforme environnementale et sociale, censé booster le développement et la commercialisation de produits et technologies vertes. 430 milliards de dollars mis sur la table par Washington en faveur du climat. Les États-Unis qui font un pas en faveur du climat jusque-là, tout semble correspondre à la démarche européenne d'accélérer la transition énergétique. Problème, les avantages accordés, notamment sous forme de crédit d'impôt, pouvant aller jusqu'à 7 500 $ pour l'achat de véhicules électriques, ne s'appliquent qu'aux produits américains sortis d'usines américaines, ce qui exclut de facto les automobiles produites dans l'Union européenne. Bruxelles grince les dents, le plan est jugé contraire aux règles de concurrence établies par l'Organisation mondiale du commerce. Et pour cause, les 27 ont taclé aujourd'hui leur allié transatlantique au sujet de ce plan controversé lors d'une réunion des ministres du commerce européen. Inquiets pour leur industrie, les pays membres espèrent pouvoir trouver une solution d'ici le 5 décembre. Date de la rencontre entre les responsables américains et européens. En France, par exemple, ce sont quelques 10 milliards d'investissements et pas moins de 10 000 emplois qui seraient menacés par les subventions américaines. Le ministre délégué auprès de la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères chargée du commerce extérieur a déclaré que la transition américaine vers une économie plus verte devrait se faire sur la base d'une concurrence loyale, plutôt qu'avec des mesures qui enfreignent les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Devant ce bras de fer qui s'annonce entre les deux partenaires, l'Europe et ses entreprises sont dos au mur. Récemment, le commissaire européen chargé du marché intérieur, Thierry Breton, a été jusqu'à agiter la menace de mesures de rétorsion contre les Américains. Et en Ukraine, la capitale Kiev largement privée d'électricité au lendemain de nouvelles frappes russes massives qui ont spécifiquement visé les infrastructures énergétiques. Les rues du centre-ville de Kiev sont plongées dans l'obscurité. Direction l'Amérique latine où un accord entre le gouvernement vénézuélien et l'opposition se dessine. L'occasion pour le pays de libérer les ressources bloquées à l'étranger afin de financer des projets sociaux, après avoir confirmé la reprise des négociations au Mexique. Les fonds serviront notamment à renforcer le système de santé publique, les infrastructures scolaires ou encore le réseau électrique, ainsi qu'à répondre aux besoins créés par les inondations et les glissements de terrain.
Ouvrons à présent notre dossier consacré à la Coupe du Monde Qatar 2022, avec en toile de fond la polémique créée de toutes pièces par les médias occidentaux, en vue de jeter le discrédit sur le pays organisateur, un déchaînement sans précédent qui trahit encore une fois une politique étrangère à double vitesse de l'Occident et une vision tronquée des droits de l'homme. Tinhinan Makassi vous en dit davantage. Chaque événement mondial traîne avec lui son lot de polémiques. La Coupe du Monde de football 2022 ne déroge pas à cette règle. L'attribution de la compétition au Qatar date de 2010, dès lors accueillie positivement. Mais la donne a changé à quelques mois de l'ouverture du mondial. Sans crier gare, voilà la controverse qui pointe son nez. La première étant les conditions de travail des millions d'ouvriers sur les immenses chantiers relatifs aux infrastructures d'accueil et aux stades. Cette question, bien que légitime, a cela dit été détournée. Aux côtés du pays hôte, les multinationales, les géants européens du BTP, qu'ils soient belges, français ou encore allemands, ne devraient-ils pas être au même titre sur les bancs des accusés? La question des conditions de travail chez les multinationales n'est-il pas le noyau du questionnement? Autre sujet des contestations. Les sanctions contre la Russie interdites par la FIFA et autres fédérations de toute compétition sportive, au moment où ces organisations sont consentantes. Les espaces sportifs sont des espaces neutres. Le politique ne peut y trouver sa place. De l'autre côté, pour l'entité sioniste, bien que les voix des partisans de la cause palestinienne s'élèvent partout dans le monde, les sportifs eux-mêmes s'indignent. Aucune mesure n'est prise. Exprimer une solidarité franche avec cette cause est souvent sanctionnée par les instances compétentes. Meilleure illustration, le judoka Fethi Nourin et son entraîneur, à qui leur boycott historique aux JO de Tokyo leur a valu une interdiction de compétition durant 10 ans. Au même titre, les positions du footballeur égyptien Mohamed Aboutrika, autrefois sanctionné. Ce double standard est au-delà de la question russe ou palestinienne. Il en va de même des questions relatives à la prétendue domination du Nord sur le Sud, tout comme les problématiques de justice en Occident, à l'instar des droits des afrodescendants aux États-Unis d'Amérique. De ce postulat, n'est-il pas ici question d'hégémonie occidentale et de son soi-disant soft power? Ce revirement de situation n'a-t-il pas au final des dessous géopolitiques? En plein conflit russo-ukrainien, le Qatar a pour rappel été sollicité par plusieurs pays européens quant à ses ressources en gaz, et ce, à quelques mois seulement du coup d'envoi de sa Coupe du Monde. Le football qui s'invite également dans la sphère économique. Plus qu'un simple sport, le ballon rond est aussi l'un des business les plus lucratifs au monde, une industrie structurée et organisée qui brasse des milliards de dollars. Le football, une entreprise qui ne connaît pas la crise, c'est un sujet signé Imen Merad. Qui s'imaginait qu'après 2 siècles de sa création sur une île, le football allait devenir l'une des toutes premières attractions des humains et leur sport favori. Plus qu'un sport, un véritable phénomène socio-économique. Le football a pu s'imposer au fil des années dans les 4 coins du monde. Désormais roi, il règne également sans conteste sur la galaxie du spectacle. Mais si le foot a pu connaître pareille destinée, c'est en grande partie grâce à son industrialisation, à partir des années 70 pour connaître une ascension fulgurante sur le plan économique dans les années 90. L'Europe, berceau du ballon rond, s'est peu à peu accaparé les plus grosses parts du marché en impliquant les médias dans la partie, mais également les équipements sportifs. Au cours de la fin des années 90, le chiffre d'affaires des championnats européens s'est considérablement accru. Les taux de croissance annuels ont atteint 25% en Angleterre et en Espagne et 17% en Italie. Le chiffre d'affaires du championnat anglais a atteint 1,7 milliard d'euros, celui du championnat italien 1,1 milliard d'euros et celui du championnat allemand 1 milliard. La retransmission des matchs à la télé permet alors une expansion de l'intérêt que portent les masses populaires à ce sport. Une équation qui sera aussitôt extrapolée sur la chaîne de valeur de l'industrie du foot, car il s'avère qu'en dehors du carré vert, les matchs peuvent également générer de l'argent, beaucoup d'argent. Publicité, droits télé, paris et marché des transferts, autant de débouchés qui ne laissent pas indifférents les investisseurs et les plus grosses fortunes mondiales, à la recherche du nouvel Eldorado économique, une sorte de capitalisation boursière qui ne dit pas son nom. Début du XXIe siècle, la notion du foot business prend alors tout son sens. Une réalité cristallisée par les salaires des joueurs qui échappent désormais à toute logique économique. Les zéros sur les chèques ne se comptent plus car les affaires sont rentables. Vente de maillots,
Placement de produits et droits d'image permettent aux clubs de réaliser des plus-values importantes avant de revendre la poule aux œufs d'or aux plus offrants. Dans le monde du ballon rond, riche comme Crésus est une expression passée de mode. Riche comme un footballeur s'accommode mieux avec l'image projetée par certaines stars dont la fortune amassée en 20 ans de carrière peut dépasser le milliard de dollars dans certains cas. Le football, une entreprise qui ne connaît pas la crise. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur notre antenne.